bienvenue à Made in Africa. Je m'appelle Yann Colombier, nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre plateforme pour suivre ce Plug Talk de ce jour. Alors, Made in Africa est une initiative que nous avons mise en place en septembre 2020 pour aborder les enjeux du continent africain face aux grandes transitions, qu'elles soient sociétales, industrielles, énergétiques, digitales. Et le but de Made in Africa est de faciliter le dialogue entre les acteurs de la société civile, du secteur privé, du secteur public, des institutions, avec les opérateurs africains du développement, les entrepreneurs, les innovateurs, les bâtisseurs de l'Afrique de demain. Pour ça, nous organisons 2 fois par semaine un Plug Talk, webinar, sur des thématiques spécifiques. Nous sommes très heureux de pouvoir proposer aujourd'hui un échange sur les enjeux et les défis d'une gouvernance sensible au genre. Nous proposons ce programme en coopération avec l'INATSI, qui est l'institut qui accompagne les administrateurs de sociétés ivoiriennes dans la mise en place de leur gouvernance et le renforcement de leurs capacités, mais également avec le RIFMAD, qui est le réseau ivoirien de femmes administrateurs. Et pour animer ces débats et modérer ce Plug Talk, j'ai l'honneur de vous présenter Madame Célestine Assi, qui est la fondatrice et présidente nationale du réseau ivoirien des femmes administrateurs, qui est également administratrice principale des services financiers de classe exceptionnelle, directrice régionale des marchés publics des lagunes, Abidjan Sud et Sud Comé. Et Massam Assi porte un engagement au quotidien pour favoriser la gouvernance des femmes et promouvoir leur impact. Nous sommes donc impatients de pouvoir poursuivre ces échanges avec un panel exceptionnel de femmes venant du secteur public et privé, de la société civile, et qui, par leur parcours, leur engagement, leur mandat et leurs convictions, illustrent l'opportunité et l'importance de la gouvernance au féminin. C'est donc un grand plaisir d'accueillir ce Plug Talk, mais avant tout, j'aimerais donner la parole à Monsieur Ted Azuma, qui est le directeur exécutif de l'INATSI et qui va nous transmettre un message introductif de la part de la présidente de l'INATSI, son Excellence, Madame la sénatrice Dumont-Kipré. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire, un excellent Plug Talk, et nous sommes particulièrement heureux de vous attendre, de vous écouter aujourd'hui. Monsieur Azuma, la parole est à vous. À très bientôt. Au revoir. Merci Yann, merci infiniment. Donc, je vous livre ici le mot d'ouverture de Mme Viviane Dumont-Kipré, présidente de l'INATSI, Madame la ministre Efrazi Yao, Madame la présidente du RIFMAD, Mesdames les panélistes, chers participants, la gouvernance qui plus est au féminin constitue un enjeu majeur de la marche du monde. En Côte d'Ivoire, comme ailleurs dans le monde, l'on s'accorde à reconnaître que la femme peine à trouver la place qui lui revient dans les instances de gouvernance, donc de décision. La situation des femmes compétentes, reléguées au second plan, pourrait s'aggraver avec la pandémie de la COVID-19 que nous subissons et qui implique une modification profonde des méthodes de travail, notamment avec l'introduction du télétravail qui prend de plus en plus de place. Dans les conseils d'administration des sociétés, des instances politiques, des organisations nationales ou internationales, la femme bute encore contre le plafond de verre. Or, on lui reconnaît généralement des compétences particulières, notamment en termes d'organisation, de rigueur, d'empathie et surtout son intuition développée qui lui donne une capacité d'anticipation fort utile. Sans revenir sur les chiffres qui, en Côte d'Ivoire, confirment la marginalisation des femmes, les conseils d'administration des sociétés publiques ne comportant, par exemple, que moins de 10% de femmes, nous devons nous réjouir de l'initiative prise par Praxis Associates et le RIFMAD de s'associer avec l'INATSI autour du thème « Gouvernance au féminin, enjeux, défis d'une gouvernance sensible au genre » sous la forme du présent webinaire. J'espère pour vous des échanges instructifs et vous souhaite une bonne session. Madame Viviane Dumont-Kipré. Mesdames et messieurs, puisque j'imagine qu'il y a des messieurs qui sont connectés, puisque Yann est là et que moi-même je suis là, je ne vois pas les autres, je vais à présent vous présenter Madame Célestine Assi.
qui est la modératrice, donc qui va prendre la main tout à l'heure. Madame Célestine Assiassi est administrateur principal des services financiers de classe exceptionnelle. Outre la classe exceptionnelle, je pense qu'il faut dire que Madame Célestine Assiassi est une femme exceptionnelle. Elle est directrice régionale des marchés publics. Elle est la présidente nationale et fondatrice, comme Yann l'a dit tout à l'heure, du réseau ivoirien des femmes administrateurs. Elle est vice-présidente du groupe consultatif de la société civile de ONU Femmes. Elle est vice-présidente de l'Alliance des femmes pour l'agenda commun. Elle est également experte en ingénierie du genre. Elle est diplômée de l'ENA, cycle supérieur, finance générale. Madame Célestine Assiassi a une vingtaine d'années dans le domaine de la passation des marchés publics. Elle a plusieurs cordes à son arc, puisque je viens de le découvrir. Elle a un DEA, un diplôme d'études approfondies en écologie tropicale. Et Madame Célestine Assiassi a obtenu un certificat d'expertise en ingénierie du genre en 2018. Donc voilà ici présenté notre modératrice, Madame Célestine Assiassi. Permettez-moi de vous adresser mes sincères remerciements au nom de l'INATSI. Madame Célestine Assiassi, vous avez la parole pour la modération. Merci. Merci bien, Monsieur Azouma. L'honneur me choisit ce jour de prendre la parole devant cette auguste assemblée, constituée que de sommité pour assurer le rôle qui m'a été assigné, à savoir être modératrice du webinaire sur la gouvernance en Afrique, enjeux et défis d'une gouvernance sensible au genre. Je voudrais de prime abord saisir l'opportunité de cette tribune pour adresser mes sincères remerciements à nos partenaires dans le cadre de cette activité. Partenaires qui ont bien voulu associer leur image à celui du RIFEMAD, le réseau ivoirien des femmes administrateurs, dont j'ai la lourde responsabilité de présider aux destinées. Il s'agit, vous l'avez déjà entendu, de l'INATSI, dirigé de main de maître par la vénérable Viviane Zouno-Kipré et ses intrépides collaborateurs, et de Praxis Associates à travers sa plateforme digitale Made in Africa. Je voudrais vous prier de les saluer, s'il vous plaît, histoire de savoir qu'il y a des gens dans la salle. Mes vifs remerciements vont aussi aux braves et illustres dames speakers qui ont bien voulu accepter de nous faire partager leurs expériences et leurs expertises en matière de genre. J'ai nommé la ministre Efrazi Kwasi Yao, son Excellence Madame Francisca Belob, Madame Nadia Toubi Eko et Madame Larissa Rassiraka Tron. J'aurai le plaisir de les introduire dans un instant, mais je vous promets qu'elles nous serviront de la qualité et de l'excellence qui sont leurs traits de caractère commun. Enfin, à mes précieuses et distinguées femmes administrateurs de Côte d'Ivoire, je dirais, aucun remerciement ne saurait assez pour saluer votre détermination et votre engagement. D'ailleurs, je l'espère, votre mobilisation de ce jour en sera le témoin éloquent. Bravo à vous et merci pour votre présence. À ce stade de mon propos, je voudrais passer la parole à nos panélistes et leur dire que chacune d'entre elles a 3 minutes pour présenter son activité. Nous allons faire un tour de table des panélistes
afin que l'auditoire puisse les connaître. Donc, chacune a 3 minutes et nous commencerons par Madame la ministre Euphrasie Yao Kwasi. Madame, nous vous prions de prendre la parole maintenant. Merci. Merci beaucoup, Madame Massi. Merci à toute l'équipe qui a bien voulu organiser ce webinaire, qui, à mon sens, est très important. Je suis Euphrasie Kwasi Yao. Je travaille dans le domaine du genre et développement depuis plus de 30 ans. Et fort de cette conviction que le genre est une approche de gouvernance, est une approche qui nous permettra, surtout à l'Afrique, d'avoir ce développement durable, équitable, profitable à chaque habitant et habitante de nos différents pays. Je travaille pour cette approche-là. Et en fonction de cela, j'ai mené plusieurs projets modèles, je peux le dire aujourd'hui, quand je prends le premier projet où j'ai demandé à l'UNESCO en 2003 d'impliquer les femmes et les hommes dans la gestion des ouvrages hydrauliques pour qu'on ait l'eau potable, source de vie de façon durable. 17 ans après, avant-hier, le 12 juillet, l'UNESCO a lancé un appel à l'action pour tout le monde entier. Pour vous dire un peu que c'est dans ce domaine que je travaille. En parlant également d'un programme qui a été programme modèle africain, le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, qui est un véritable outil de prise en compte des hommes et des femmes, de valorisation des compétences. Je sais que j'aurai l'occasion de développer toutes ces actions, mais ma conviction est la suivante. Le genre est une approche incontournable, c'est une stratégie, ce n'est même pas la femme, on en parle. Et deuxièmement, pour que nous puissions réussir ici en Afrique, avec les statistiques qu'on a entendues, il faut valoriser les compétences des femmes, créer les conditions d'une paix durable avec les gens et d'une gouvernance sensible aux gens. Merci. Merci, Madame Yao Euphrasie. Je voudrais rappeler à tous que Madame Yao Euphrasie, elle s'est présentée brièvement, mais je voudrais quand même relever certains points forts du parcours de cette dame. Et je voudrais dire à ce sujet que Madame Yao Euphrasie, dans le cadre de ses activités, a été ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant en Côte d'Ivoire ici, de 2016 à 2017. Son engagement pour les questions du genre lui ont valu l'octroi de la chaire dont elle a parlé. Elle a offert à la Côte d'Ivoire le compendium des compétences féminines, on va dire le compendium des compétences féminines. Elle est double médaillée d'or au Symposium international de l'eau à Cannes. Notre speaker est un véritable modèle d'engagement en faveur du genre, car elle est en ce moment la conseillère spéciale du chef de l'État ivoirien en matière de genre. Merci, Madame Yao, pour votre brève intervention. Nous aurons l'occasion de revenir sur vous pour vous poser des questions par rapport à ce panel. Merci. Donc, nous allons passer à Madame Nadia Toubi. Bonjour à tous, je suis très ravie de participer à ce panel dont j'en suis très fière. Je suis Madame Nadia Toubi Eko, d'origine congolaise, et je dirais juste rester de transit et de transport depuis 20 ans. Donc, Caposic, le Citra, nos secteurs d'activité sont on est commissionnaire agréé en douane, transit, transport, import-export, distribution. Et ça, c'est depuis 20 ans. Et j'ai encore une société dont je suis à la tête. C'est Toubi Consulting International, où je fais du guichet privé de facilitation des investissements, de montage financier innovant, des ventes des tiers, partenariat public-privé, identification, études, lobbying et négociation. Je fais la promotion des pays, des grands événements et des solutions de santé. Et bon, je suis dans plusieurs réseaux de femmes
et je suis modératrice pays du réseau des femmes d'Afrique francophone sur les ODD. OK. Merci, madame, pour cette présentation. Nous passons maintenant à madame. Est-ce qu'elle est là, madame Larissa? Oui, je suis bien Larissa là. Tron, OK. Madame Larissa Tron, vous avez la parole. Merci. Vous avez 3 minutes pour vous présenter votre organisation. Très bien. Madame la ministre, Madame Toubieko, Madame Assi, Mesdames et Messieurs les organisateurs et participants en vos grades et qualités, tout d'abord, je remercie l'organisation et ses partenaires de me donner l'opportunité à Redland de s'exprimer aujourd'hui. Je suis Larissa Ratira-Catron, je suis directrice de la communication et des relations publiques au sein de Redland. Redland est au sein de Redland, et j'occupe aussi, je suis également membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés, dont Brinks, Redland Media 360, Amétis, qui travaille avec l'imprimerie nationale et Suris, et également la Fondation Akbar Ali. Redland est un groupe familial dont le chairman est M. Ilyas Akbar Ali, qui a été révélé à la une de Forbes comme étant The Monkey of Business. Et les actionnaires sont ses 2 sœurs, dont l'une est également fondée de pouvoir. Cette holding regroupe 2 entités, à savoir le groupe Cypromad et Thomson Broadcast. Le groupe Cypromad est un conglomérat de plus de 50 ans d'existence et dont le cœur de métier est l'industrie, avec une usine de production de savon, de cordes, de tabac ou encore de bougies et d'encaustiques. Et ce conglomérat s'est diversifié dans le tourisme, avec une agence de voyage et tour opérateur, dans l'aviation, avec une compagnie d'aviation privée et bientôt dans le domestique, dans le domaine pharmaceutique, dans les finances avec la Banque des Mascareignes à Madagascar, puis aussi à travers notre actionnariat dans le mobile banking avec Orange, et puis également dans l'immobilier, les technologies et le broadcast avec la 2e filiale Thomson Broadcast qui comprend 2 branches, une branche Thomson France dont le siège est à Paris, et Thomson US avec des bureaux à New York, à Floride et également à Dubaï. Enfin, on a un volet RSE qui est la Fondation Akbar Ali, qui a été fondée et présidée par l'épouse de Ilyas Akbar Ali, à savoir Cinzia Katalfamo Akbar Ali, qui se consacre principalement aux femmes dans la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, à Madagascar et en Afrique subsaharienne. Il y a également la fille aînée de notre chairman qui s'appelle Aileen Akbar Ali, qui a fondé sa propre entreprise, Made for a Woman, qui est dans la confection de produits de luxe à base de raffia, où les femmes salariées sont formées et soutenues pour les faire grandir et évoluer dignement. Par conséquent, les femmes occupent par essence, par origine, une place importante et des rôles clés au sein du groupe. Je vous remercie. Alors, je voudrais dire merci à Larissa pour son intervention et passer maintenant la parole à Francisca Belob, si elle est là. Célestin Assi, merci beaucoup pour la présentation. Il a été dit, je me nomme Francisca Choubelobe. Depuis il y a 1 an, nous sommes actifs au sein de la commission l'ECAS, la commission de la communauté de l'Afrique centrale, qui vient de reprendre le travail avec une période de 5 ans, après une période de 5 ans de réformes. Et nous avons au niveau de la commission, bien sûr, un programme qui est très challengé. Je suis vraiment très contente d'être parmi vous en tant qu'invitée comme panéliste à cette webinaire que je caractérise comme très important
pour traiter quel est le rôle de la femme dans le futur de notre continent, surtout dans les secteurs politiques et surtout aussi économiques. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci bien, mesdames, pour ces présentations. Vos expériences nous inspirent et nous aurons l'occasion d'en entendre davantage tout à l'heure. Pour revenir donc au vif du sujet, je commencerai par cette citation de Kofi Annan qui dit « L'égalité des sexes est plus qu'un objectif en soi. C'est une condition préalable pour relever le défi de la réduction de la pauvreté, de la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance. » Et oui, la bonne gouvernance. C'est pourquoi ce matin, donc, dans le cadre de ce panel, nous espérons faire bouger les lignes de l'esprit quant au développement de ces enjeux. Le genre, comme vous le savez, est un concept qui, en général, est très mal compris du commun des mortels. Et Dieu merci, nous avons des références ici qui vont rapidement, sinon très bien éclairer notre lanterne. Mais avant cela, je voulais juste dire que, contrairement à ce que pourrait penser le commun des mortels, le genre peut se définir comme étant un concept qui vise à réduire les inégalités, aussi bien sociales, économiques, politiques et culturelles, entre les hommes et les femmes et entre les filles et les garçons. Partant, plus qu'une revendication, la question de la représentativité des femmes à tous les postes de décision est une exigence pour nous. C'est une exigence à la fois démocratique, une exigence de justice, une exigence de développement et une exigence constitutionnelle en Côte d'Ivoire. C'est une exigence démocratique en ce sens que le principe numéro 4 de la Déclaration universelle sur la démocratie en 1997 affirme ceci. Il ne saurait y avoir de démocratie sans un véritable partenariat entre hommes et femmes dans la conduite des affaires publiques où l'homme et la femme agissent dans l'égalité et la complémentarité, s'enrichissant mutuellement de leurs différences. C'est une exigence sociale, je le disais, dans la mesure où, en général, près de la moitié de la population est féminine. C'est également une exigence de développement clairement énoncée ici en Côte d'Ivoire par le 5e objectif de développement durable qui met un point d'honneur à l'égalité des sexes. C'est enfin une exigence constitutionnelle ici, car la loi fondamentale portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, en son article 37, dispose que l'État œuvre à la promotion, à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi. L'État encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques, ainsi qu'au niveau des entreprises. Mais la réalité est tout autre chose. C'est pour ça que, mesdames, nous allons ouvrir ce panel pour que vous nous éclairiez davantage afin que nous puissions ensemble rechercher les solutions pour faire évoluer et aller de l'avant dans le cadre de ce concept genre. Je voudrais commencer donc par Madame Euphrasie Yao Kwasi. Madame, si vous le permettez, je voudrais vous poser 3 questions autour desquelles vous allez nous donner votre éclairage sur la question du genre, notamment la gouvernance sensible au genre. La première question est la suivante. Comment est perçue et traitée la question du genre en Côte d'Ivoire? Deuxième question,
comment entendez-vous la booster? Et troisième question, en quoi la gouvernance sensible au genre peut-elle être une opportunité pour l'Afrique? Madame la ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Assi. Merci, mon experte en ingénierie du genre. Vous avez déjà défini le genre, donc comment c'est perçu? Je voulais juste dire aux autres pays qu'en Côte d'Ivoire, j'ai été une des pionnières de l'écriture de la politique du genre, de la déclaration du président, de la mise en œuvre du genre de façon sectorielle. Et nous avons pris le genre comme une approche, comme une stratégie de développement, comme elle a dit, qui nous donne des outils pour corriger les inégalités, à la fois au niveau politique, économique, social et culturel. Mais surtout, le genre nous permet de relever les injustices. Vous voyez, souvent, on ne sait même pas. De relever les injustices, les discriminations qui sont souvent encouragées et même tolérées. Parce que la face cachée de l'iceberg, on ne voit pas. Donc, le genre nous permet de pouvoir avoir ces outils et de les corriger. Donc, en termes de gouvernance, nous disons que une politique de bonne gouvernance, une politique qui prend en compte le genre pour régler la question des inégalités, des injustices et de l'équitabilité. C'est donc une politique qui vise d'abord à regarder de manière comparative toujours la situation des femmes, des hommes ou des filles et des garçons, qui regarde les inégalités, les sources d'inégalités et qui les corrige. Donc, on a une centaine d'outils et à partir de là, on a commencé à faire des formations sur cette approche. Elle a dit, malheureusement, l'approche genre est mal perçue, c'est mal connu. L'approche genre qui donne des indicateurs précis dès le départ, quand on connaît cette approche-là, qui vous donne des stratégies pour arriver à votre fin, c'est-à-dire soit positionner des femmes et des hommes à des instances, soit gérer un budget de façon équitable. Vous savez que la Côte d'Ivoire est en train de passer au budget programme. Moi, depuis au moins 15 ans, je disais que les budgets par ligne ne pouvaient pas réussir, ne pouvaient pas emporter le développement pour chacun. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes en train d'y arriver. On devait aller plus loin en termes de gouvernance en prenant l'analyse budgétaire selon le genre. Donc, le genre, c'est vraiment une stratégie. Alors, comment on fait pour... on dit que je parle beaucoup, donc je vais respecter mon temps. Vous avez 10 minutes, hein, je le rappelle. Vous avez 10 minutes, donc vous pouvez parler. D'accord. Alors, fort de ça, je vais vous parler de 3-4 programmes, si j'ai un peu le temps, pour vous montrer que en expérimentant le genre, on a des solutions. Alors d'abord au niveau micro, au niveau des villages. À l'époque, la question de l'eau se posait vraiment en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. On mettait des milliards de ressources, mais on n'avait pas de résultats. À chaque fois, c'était des pompes qu'on reprenait. Et je suis allée en France, devant 63 pays, devant 1500 personnes à l'UNESCO, et je leur ai dit ceci en 2003. Si vous voulez régler la question de l'eau, source de vie, l'eau potable, essentielle pour la vie plus que la nourriture, allez-y avec l'approche genre. Ils m'ont dit comment? J'ai développé les stratégies à Cannes, devant les grands professeurs de l'UNESCO, et ils ont validé cette approche qui répondait, à l'époque, on avait 8 ODD, je crois. L'approche qu'on a développée répondait à au moins 6 ODD, l'éducation de la fille, l'accès à l'eau potable, et l'UNESCO a validé cela. Vous voyez, ce n'est pas du vent en fait, c'est la réalité. Ils m'ont donné une médaille d'or, ils m'ont donné une chaire UNESCO, même quand je n'étais pas professeur titulaire des universités de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je vous ai dit, ils ont lancé l'appel mondial. J'en profite pour lancer cet appel-là. Depuis le 12 juillet, l'UNESCO a lancé pour que tout le monde applique cela. Vous voyez que les gens, c'est... Comme elle a dit, ce n'est pas pour défendre les femmes ou les hommes, mais c'est pour un développement durable, c'est pour une gouvernance équitable. Deuxième projet, le programme de valorisation des compétences féminines de Côte d'Ivoire, qui a été un programme unique en son genre et dans le monde. Vous pouvez fouiller pour ceux qui ne connaissent pas. Au niveau de la francophonie à Paris, nous sommes en train d'être mis en best pratique. Nous avons été le meilleur programme. De quoi s'agit-il? On nous disait qu'il n'y avait pas de femmes, on ne voyait pas où étaient les femmes. On veut les nommer, mais on ne les voit pas. Alors, quand le président de la République, Alassane Ouattara, est venu, il nous a demandé de recenser les femmes. Mais on est allé plus loin.
On a proposé ce programme qui visait à renforcer la visibilité des femmes. Moi, je suis membre du réseau des femmes administrateurs. Quand je vois les potentialités, les capacités de ces femmes, et je vois qu'elles ne sont pas là où il faut, je me dis l'Afrique est en train de perdre. Donc, Compédium, renforcer la visibilité, la participation, le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées. On a créé une grosse base de données aujourd'hui qui a plus de 15 000 femmes pour pouvoir donner les femmes là où on a besoin. Et on a aussi comme objectif, c'était d'identifier les secteurs comme les mines, je reviendrai dessus, où il n'y a pas assez de femmes. Comment faire pour qu'il y ait des femmes dans ce secteur? Et le Compédium, je vais vous donner un seul exemple pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on a réussi 10 ans après. On va célébrer les 10 ans cette année. Il y a des femmes du niveau CP2. Je pense qu'on se comprend à un niveau élémentaire qui sont à peine alphabétisées 1 à 2 années, qui ont été pour la première fois députées de la République de Côte d'Ivoire, gouvernance, parce qu'on a valorisé leurs compétences. Il y a des milliers d'exemples. Quand on va faire les 10 ans, on va vous inviter, on en parlera. Donc, je voulais prendre le troisième élément, c'est le cours d'ingénierie du genre. Comme je dis toujours, je le répète à l'UNESCO en tant que titulaire, je suis allée au Sénat français, j'en ai parlé. Je dis que si nous voulons réussir vraiment la gouvernance, le développement inclusif, tous les mots que vous voulez, la croissance économique, on ne peut pas faire de l'économie de l'outil genre. Mais même quand on dit aux gens de ne pas faire l'économie de l'outil genre, mais ils vous demandent comment on fait. Comment on fait? C'est ce qu'on a créé avec les cours d'ingénierie du genre. Madame Assi a fait les cours. Ceux qui sont dehors et ceux qui sont dedans, qui ont compris nos outils, ne peuvent pas parler le même langage. Donc, la première des choses, c'est de connaître cet outil qui va nous aider à développer notre continent, à développer notre pays. Ça, c'est un de mes plus grands combats. Aujourd'hui, le 11 décembre, on aura près de 180 experts qu'on aura formés en ingénierie du genre. Le ministère de l'énergie, des mines et de l'énergie actuelle, on a des experts là-bas. Donc, quand il y a la transversalité, quand on parle d'économie, il y a d'autres qui sont en train de parler d'analyse budgétaire, comment impacter. Quand on parle du pétrole, on a des experts. Quand on parle de l'éducation, on a une directive de l'égalité, de la promotion du genre qui est experte en genre. Comment on ne va pas réussir? Vous voyez? Donc, ces 16 expériences-là, je ne vais pas tous les partager, mais en gros, c'est cela. Alors, comment on booste la question? Pour moi, pour booster la question du genre, c'est simple. Il y a des programmes qui ont fait leur preuve au niveau de la gouvernance économique, politique et sociale. Il faut que ces programmes passent à l'échelle, en fait. Parce que si on a une femme députée de niveau CP2, si on commence à passer dans toutes les régions, à faire le même exercice, il y a des femmes qui sont devenues entrepreneurs par ce programme, mais je pense qu'on va s'en sortir. Deuxième élément, il faut renforcer, je l'ai dit, mais je répète encore, parce que c'est trop important. Quand les gens parlent du genre à la femme, on mélange tout, c'est pas bon. Renforcer les capacités en ingénierie du genre. Mesdames, j'en profite pour aller à messieurs administrateurs. Vous avez toutes les compétences possibles. On sait, ça là, on ne négocie même pas. Mais ce qu'on pourrait négocier, c'est votre implication dans ce combat pour le développement de l'Afrique. Je ne parle même pas de votre nomination. Vraiment, ça ne dépend pas de moi. Mais je dis, vous avez les compétences pour vous impliquer dans cette approche, pour qu'on puisse, moi j'ai envie de même dire, sauver l'Afrique avec cette approche-là, mais ensemble et chacune dans son secteur. Moi, on ne peut pas être partout. Je ne sais même pas ce qui se passe dans les mines. Heureusement que j'ai une experte en ingénierie du genre dans ce secteur. Donc, on va travailler ensemble. Troisième proposition, je l'ai dit, mais je reviens dessus. Il faut comment je vais appeler ça? Ce renforcement de capacité collective ou bien ce réseautage, voilà. Comme aujourd'hui, vous êtes en train de le faire avec le réseau des femmes administrateurs. Il faut qu'ensemble, on a fait trop de plaidoyers. Hein. Moi, personnellement, j'ai 32 ans. J'ai fait trop de plaidoyers. Mais maintenant, comme j'ai les outils pour travailler, je voudrais qu'ensemble, on puisse le faire pour qu'on puisse y arriver. Maintenant, par rapport à l'Afrique, c'est le même combat. Je vais vous dire, dans mes propositions, j'espère que j'ai parlé de la budgétisation sensible au genre. Et ça, c'est un bel outil de gouvernance. C'est-à-dire que cet outil-là va vous permettre de voir quel est l'impact des dépenses publiques. Vous voyez, pas de gouvernance. Quel est l'impact de la distribution de votre budget sur les hommes et les femmes, sur les filles et les garçons? Il va vous permettre de regarder même dans votre cadrage macroéconomique, au niveau des recettes, au niveau de la programmation. Vous allez voir la participation
des compétences inexploitées au niveau de votre, même comment on appelle ça, le rôle invisible des femmes, tout cela, ça se fait. Et c'est une des belles clés, c'est une clé de gouvernance, c'est une clé de redevabilité, si vous connaissez cette approche. Le Maroc l'a fait, la Belgique a fait, je pense, 2003 même, un peu le Rwanda, la Côte d'Ivoire est obligée de programme, mais je dis que ça, c'est notre dernier recours de gouvernance. Voilà. Maintenant, pour l'Afrique, rapidement, parce que moi, pour l'Afrique, je vais passer par des citations pour qu'on se comprenne bien. Vous savez, il y a Ban Ki-moon qui disait, on l'a dit tout à l'heure, les entreprises avec plus de femmes leaders se comportent mieux. Les pays ayant plus d'égalité entre les sexes, donc qui utilisent les gens à une meilleure croissance économique, on a vu avec le rapport de la Banque mondiale. Il y a une qui avait dit une belle citation ici que j'aime bien. Elle a dit, les femmes sont le plus grand réservoir inexploité de talent au monde. Vous avez de toute façon les statistiques. En Côte d'Ivoire, au niveau des députés, on a cette année à peine 14%. Au niveau des conseils régionaux, à peine 30%. Donc, il a dit, ce sont des compétences, ce sont des réservoirs inexploités de talent au monde. Je suis allée au Japon. Ils ont développé leur croissance. Vous connaissez la position du Japon. Mais à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en vieillissement. C'est eux qui nous ont expliqué, donc je n'ai pas peur d'en parler, puisque je suis allée voir. Et ils ont commencé à regarder ce qui pouvait les booster. Ils se sont intéressés à la question des talents des femmes, à la question de l'approche genre. Et j'étais témoin. Alors, la troisième citation que je vais dire pour vous montrer qu'on ne parle pas dans le vent, c'est celle du président de la République de Côte d'Ivoire, qui disait, il dit, et j'aime bien cette citation, chaque fois que les femmes accèdent à des postes de responsabilité dans les entreprises, dans la fonction publique, dans la politique, les décisions sont prises avec une plus grande conscience. Elles sont mieux acceptées, leur mise en œuvre devient plus facile, les conflits s'apaisent, l'équilibre revient. No comment. Je vous remercie. Je voudrais maintenant passer la parole à Madame Belob pour le partage de son expérience. Madame Belob, s'il vous plaît. Merci. Alors, s'il vous plaît, vous avez 10 minutes, mais je voudrais aussi, comme je l'ai fait pour Madame Yao, me baser sur des questions qui vont pouvoir donc vous permettre de nous dire un peu comment les choses se passent à votre niveau. La première question vous concernant est: quelle est la vision de l'Afrique centrale sur la question du genre? Deuxième question, pourquoi cette question devient-elle centrale aujourd'hui? Et troisième question, quels sont les grands leviers au niveau institutionnel pour accélérer l'accès des femmes à des postes de responsabilité? Madame Belob, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Madame Célestine Assi. Je souhaiterais d'abord exprimer vraiment mon contentement d'écouter l'expérience de la Côte d'Ivoire avec tous les progrès que la Côte d'Ivoire a déjà réalisé dans la question vraiment de la application effective du concept genre dans le politique, même jusqu'au niveau budgétaire. C'est vraiment très important. À notre niveau, au niveau de la CAC, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous sommes à peine un an en fonction après une réforme institutionnelle dans laquelle il y a eu un changement total de la structure de la CAC. Nous sommes passés d'une secrétariat général à une commission avec 7 commissaires, dont un président, une vice-présidente. Nous sommes dans cette équipe de 7 personnes, 3 femmes et 4 hommes. Au niveau de la CAC, effectivement, la question genre est une question principale qui est aussi de la CAC. Dans le traité révisé par tous les pays membres, ratifiés par 11 États membres de l'ONU, donc on place d'abord la femme en tant que
acteurs de développement. Au niveau de la CAC, ça fait 1 an que nous sommes en place en tant que commission de la CAC. Nous sommes émanés du secrétariat général qui n'avait pas au préalable prise en compte dans son programme de genre de façon intrinsèque. Aujourd'hui, avec le nouveau traité révisé de la CAC, le genre est devenu une priorité. Elle est devenue une priorité, mais prime d'abord le chef d'État des 11 États membres de la CAC ont reconnu la nécessité de la valorisation de la femme en tant qu'acteur économique en conscience. Une politique genre est mise en place que nous sommes en train de vouloir commencer à mettre en place avec le nouveau cadre stratégique que nous avons adopté au mois de décembre dernier. Au mois de décembre dernier, lors de notre première conférence de la Commission économique de l'Afrique centrale. Des instruments qui émanent, bien sûr, toutes les conférences et de toutes qui existent dans la question de genre. Et nous sommes maintenant en train de travailler sur la harmonisation de ces éléments, surtout au niveau de tous nos pays. On souhaite signaler qu'effectivement, nos pays ont avancé de façon différente, les uns en train de travailler effectivement pour qu'on puisse avoir une espèce de mutualisation des success stories qui ont certains pays comme le Rwanda, comme le Burundi, qui ont déjà achevé vraiment un niveau de l'application d'une politique de parité entre hommes et femmes. Ça, c'est en ce qui concerne la vision de l'Afrique centrale. La vision de l'Afrique centrale, c'est de mettre la femme au milieu du développement. C'est de compter avec elle en tant qu'acteur du développement. Pourquoi est-ce que cette question devient centrale aujourd'hui? La question, elle devient centrale parce que depuis les années 90, au niveau international et aussi dans nos pays, on s'est rendu compte que la femme, elle n'était pas dans la position qui lui revenait de par ses efforts, de par le travail qu'elle effectue dans la société. En fait, elle était dévalorisée. Aujourd'hui, nous comptons plutôt avec une consciencement, disons, plus approprié qui essaie de mettre la femme à la place qu'elle mérite. Par contre, nous avons encore beaucoup de travail à réaliser au niveau de l'Afrique centrale. Comme je l'ai dit, au niveau de la communauté, nous sommes en train de mettre en place des programmes de valorisation, des programmes de formation, des programmes aussi de création de structures solidaires entre les femmes mêmes. Donc, c'est le travail que la CAC, à travers son département de développement genre et développement humain, est en train de mettre en place actuellement. En ce qui concerne, sur cette même question, nous pensons que c'est très important de donner à la femme les rôles qu'il mérite. Aujourd'hui, nous vivons dans une Afrique dans laquelle les statistiques sont claires. Nous allons avoir une population de plus à plus importante. Les
les prévisions sur la croissance démographique jusqu'à 2050 nous montrent que l'Afrique doit jouer et va jouer un rôle très important dans le monde. Mais quel est ce rôle? Pour que l'Afrique puisse avoir vraiment un espace dans le monde global, dans la globalisation dans laquelle nous sommes, il faut que la femme vraiment puisse être placée et donner des responsabilités politiques et des responsabilités sociales et des responsabilités économiques. Nous pensons que au moment que nous sommes en train de nous préparer pour la CELECAF, il est très important que les femmes soient de plus en plus mises vraiment à contribution. Nous savons, il y a des statistiques de l'UNICEF, de la Banque mondiale qui disent que le rôle de la femme dans le commerce est un rôle très important. Aujourd'hui, on sait que la femme, elle paye plus et mieux ses dettes et ses crédits auprès de la banque que les hommes. Donc, il y a tellement des études qui démontrent la capacité de la femme pour pouvoir assumer des rôles très importants dans la société, mais au niveau de la Centrafrique, de l'Afrique centrale, on se rend compte qu'actuellement, du manque d'une harmonisation de nos programmes et de nos politiques, ce sont les États encore qui sont les driven force dans ce contexte. Et la CAC, la commission de la CAC est appelée effectivement à jouer ce rôle de harmonisateur de ces politiques et de ces programmes sur la base de meilleurs standards et de meilleures pratiques. Nous croyons que vraiment les initiatives telles que Made in Africa, effectivement, sont des initiatives très importantes qui doivent motiver de plus en plus la participation de la femme parce qu'elle donne réponse à des préoccupations du moment. Avec la CELECAF, on se pose des questions sur la diversification de nos économies. Aujourd'hui, nous avons des problèmes de diversification réelle de nos économies. Le problème de la diversification de nos économies est lié à une participation réduite de la femme dans nos économies. Nous nous posons aussi des questions sur la capacité que nous avons produire dans la zone des sources minières et des ressources pétrolières, qu'en dehors de cela ne connaissent pas aucune autre source de production, aucune autre économie, ce qui le rend vraiment très fragile au choc extérieur, très fragile au choc économique. On se pose aussi la question de la compétitivité de nos produits. Est-ce que nos produits dans ce marché de libre-échange pourront se tenir? Les femmes jouent un rôle très important dans cela. Et finalement, nous, on se pose la question sur le financement de nos économies. Dans le financement de nos économies, quelle est la partie qui revient au financement des activités de femmes? Ça, c'est très important parce que les femmes ont besoin du financement pour pouvoir réaliser des activités commerciales parce qu'elles peuvent être formées, mais si elles n'ont pas accès au financement, leurs capacités ne peuvent pas être exploitées en tant qu'acteurs économiques. Et dernièrement, on se pose la question de la bonne gouvernance économique. La bonne gouvernance économique est aussi un des éléments qui freine effectivement la participation d'un nombre plus important de femmes dans nos activités, dans nos États. Donc ça, ce sont les éléments que la CAC
tiennent en compte dans ces programmes qui sont tous dans le quinquennal que nous sommes à moyen terme pour réaliser le programme de renforcement des capacités, le programme de validation, de révalorisation de la femme et des potentiels de la femme. En ce qui concerne le troisième point, quels sont les grands leviers pour accélérer l'accès des femmes aux postes de responsabilité? Nous pensons qu'au niveau d'une institution transnationale, quelle est la nôtre? Nous pensons que le plus important, c'est d'avoir une norme que nous appliquons à tous les États, afin que nous puissions avoir des politiques harmonisées, des programmes harmonisés et que tous les États puissent avoir aussi un système d'évaluation qui est la même, qui nous permet de savoir quelles sont les avancées au sein de ces États. Il faut signaler également la nécessité d'une mise en place. Et enfin, il est important de mettre en place des cadres féminins institutionnels et associatifs de réflexion et actions solidaires, locales, nationales, régionales et intra-régionales, comme le cadre qui nous réunit en ce moment. Actuellement, la CAC n'a pas encore créé une association des femmes d'entreprise, mais nous sommes en train de travailler sur... Merci beaucoup. Ça, c'est dans les 10 minutes qui m'ont été accordées. Merci infiniment. Merci, Madame Bellob. Permettez-moi juste de corriger. La CAC a été créée en 1983. Ah, très bien. Mais la question du genre... entre 2015 et 2020, voilà, entre 2015 et 2020, il est passé par une période de réformes qui a eu comme conséquence la transformation de son organe exécutif, qui est passé du secrétariat général à une commission. Et c'est cette commission qui s'est installée il y a moins d'1 an. Ok, très bien. Et c'est cette commission qui travaille sur la question du genre. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à Madame Toubi Eko. Madame Toubi Eko. Elle est là, Madame? Ok. Je voudrais, à l'instar des 2 premières dames, vous poser 3 questions autour desquelles donc, vous allez bâtir votre intervention. La première question, non, je vais dire 2 questions plutôt. La première, c'est vis-à-vis de votre expérience dans le secteur privé, comment a évolué la question du genre? Et la deuxième question est la suivante. Quelles sont encore aujourd'hui les barrières, mais également les atouts pour faire émerger un plus grand nombre de femmes leaders en Afrique? Madame Toubi, vous avez la parole. Pourriez-vous reprendre le micro? Je suis en train de... Ok, Madame le micro. Toubi. Pourriez-vous reprendre la deuxième question, s'il vous plaît? La deuxième question est la suivante. Quelles sont encore aujourd'hui les barrières, mais également les atouts pour faire émerger un plus grand nombre de femmes leaders en Afrique? Bon, je vais d'abord répondre brièvement sur la question du genre. Au niveau du Congo, je pense que mes précédentes ont déjà tout dit et je salue les avancées sur la Côte d'Ivoire. Mais au niveau du Congo aussi, je vous avoue que nous avons des avancées spectaculaires sur la question du genre et notre ministère de la Promotion se bat bec et ongles pour que les choses prennent vraiment de la couleur comme il le faut. Et vous savez que les femmes continuent efficacement de mener une lutte acharnée contre des injustices, des discriminations dont elles font l'objet afin d'obtenir des gains. Donc, elles dénoncent aujourd'hui les discriminations vraiment par rapport aux années passées où les femmes se taisaient. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous assure que les femmes les dénoncent comme il le faut. Donc, comme nous les femmes, nous disons toujours que la liberté s'acquiert par la lutte.
Donc, au niveau du Congo, les femmes ont les mêmes droits que l'homme. Et la loi assure la promotion de sa femme et tout ce qui est représentativité à toutes les fonctions publiques, administratives et électives. Donc, pour la première question, je vais répondre à votre question. Je pense qu'aujourd'hui, vis-à-vis de mon secteur d'activité, cela fait 20 ans que je suis commissionnaire agréé en douane. Et lorsque j'arrive dans ce secteur-là, j'étais plus ou moins novice. Et j'ai eu du mal déjà à m'affirmer en tant que femme. Donc, il a fallu beaucoup de temps pour que vraiment les choses se mettent en avant. Et donc, aujourd'hui, dans mon secteur, dans le secteur transport logistique, on trouve quand même des femmes dans ce secteur-là, mais on peut les compter encore. Parce que c'est les femmes qui n'osent pas, elles pensent que c'est un secteur qui est réservé strictement aux hommes. Et même, ce n'est pas facile aussi pour une femme de vraiment s'affirmer dans ce secteur-là. On trouve beaucoup de difficultés au niveau des opérations administratives. Et vous savez toujours que chez nous, lorsqu'une femme est aux commandes, on pense toujours qu'elle ne le mérite pas. Vous savez que lorsqu'une femme est nommée à un poste de responsabilité, il y a le bénéfice, il y a la certitude du doute. Alors, quand c'est un homme, on peut dire il y a encore le bénéfice. Et quand c'est une femme, on dit carrément que vraiment, elle n'y arrivera pas. Et les femmes aussi ont ce problème-là. Elles ont un manque de confiance en soi. Elles n'osent pas briser le plafond de verre parce qu'elles pensent toujours qu'elles n'y arriveront pas. Alors que bien qu'elles ont quelquefois des compétences pour faire valoir pour mener à bien leur projet. Et donc, en ce qui concerne les barrières, moi, je pense que pour les femmes leaders, femmes entrepreneurs, je ne vais pas partir de mon secteur, dans tous les secteurs, parce que les femmes, aujourd'hui, pour mener à bien leur projet, il leur faut certains avantages, dont l'accès au crédit qui est difficile pour les femmes. Pourtant, ça a été prouvé que lorsque les femmes prennent des crédits dans les banques, elles les remboursent sans problème. Moi-même qui vous parle, je parle sous le contrôle de ma banque. Peut-être que je passe 600 sur le panel, sur 600 connectés. Et toutes les fois que j'ai pris un crédit à la banque, mon challenge, c'est toujours le rembourser. Toujours vouloir faire bien les choses parce que la femme aussi, elle tient à son éthique. Donc, la femme au Congo, il y a beaucoup de barrières sur l'accès. D'abord, les barrières personnelles. D'abord, la femme elle-même, elle ne croit pas en elle. Elle peut avoir une idée qui est bien, mais elle pense qu'elle n'y arrivera pas. Il y a aussi les barrières relationnelles, parce qu'il y a aussi nos conjoints aussi. Parce que je peux vous dire aussi qu'il y a nos conjoints aussi. Le conjoint aussi peut être un frein ou un levier pour l'épanouissement professionnel d'une femme. Donc, il y a ces barrières-là. Que tu n'y arriveras pas, non, ce n'est pas bien pour les femmes. Une femme pour ce métier-là, surtout quand c'est des métiers qui demandent à une femme d'être souvent absente à la maison. Donc, souvent, les hommes aussi s'y opposent. Ça aussi, c'est une barrière. Et je pourrais dire encore, en ce qui concerne les barrières, j'ai pris quelques notes pour il y a l'accès au crédit dont je le disais. Et puis, qu'est-ce que je peux rajouter? Dans tout ce qui est barrière, il y a aussi les formations. Et moi, je pense qu'aujourd'hui encore, je dis merci parce qu'aujourd'hui, les femmes ont accès quand même aux formations. Il y a 20 ans, nous n'avions pas eu accès aux formations. Aujourd'hui, nous avons des formations qui sont sur le net, qui sont gratuites. Il y a des coachs aussi. Les femmes se font assister par des coachs, elles se font accompagner par certains organismes. Il faut le renforcement des capacités managériales pour les femmes, parce que moi-même qui vous parle, lorsque j'ai commencé ce métier, je n'ai pas de formation sur le commerce international. Moi, j'ai fait d'autres études et je n'avais aucune formation. Donc, j'ai eu du mal aussi à m'affirmer. Et une fois que j'ai commencé à avoir les formations en la matière, ça m'a permis de pouvoir bien gérer l'entreprise, de bien diriger l'entreprise et de mener à bien certains projets, certains dossiers. Je pense qu'aussi, on faudrait aussi une mise en place de suivi d'évaluation efficace, parce qu'une fois que les femmes ont des formations, aujourd'hui, il y a des formations à tous les niveaux, le ministère de la Femme aussi, avec le PNUD, organise des formations
sur le renforcement des capacités des femmes, surtout sur le domaine agricole. J'en participe quelquefois. Et puis, je parlerai aussi de mise en appui de structures. Il faut vraiment accompagner aussi les femmes, surtout dans la gouvernance au féminin, qui aujourd'hui, pour moi, est un levier très important pour l'économie d'un pays. Nous allons maintenant passer à Madame Larissa Tron. Alors, Madame Larissa Tron, à vous également, j'ai 2 questions à poser. La première est la suivante. Dans le secteur privé, quels sont les modèles de management qui peuvent être mis en place pour favoriser l'accès des femmes aux postes de décision? Et la deuxième question, quels sont les leviers qui faciliteraient aux femmes l'accès à des postes de gouvernance? Il s'agit ici du secteur privé. Vous avez la parole, madame. Je vous remercie, Madame Assi. Madame la ministre a commencé son intervention au tout début lors de la présentation en disant que le genre est une affaire de gouvernance et que c'est une stratégie. Nous sommes à 100% d'accord avec cela, nous rejoignons cette position, car au sein de Redland, le management est tel que nous avons un système de recrutement qui est ouvert à tous sans distinction de race ni de genre. Nous prônons la méritocratie, l'engagement du salarié, sa loyauté et ses compétences. À compétences et fonctions égales, les hommes et les femmes ont la même rémunération. Nous comptons des femmes à des postes clés, dont dans les ressources humaines, dans les finances, dans la communication et les relations publiques, auxquelles je suis. Et nous avons même des femmes à des postes culturellement dévolus aux hommes, notamment dans le broadcast, avec notre filiale Thomson Broadcast, ou encore dans l'aviation, où nous avons une jeune femme qui est copilote de notre jet. Nous avons des femmes qui siègent au conseil d'administration de nos filiales comme moi. Je siège au conseil d'administration de 4 sociétés et ma voix est entendue, elle est comprise et elle est prise en compte. Pourquoi est-elle prise en compte? Parce que, notre président directeur général, M. Ilyas Akbar Ali, ainsi que les actionnaires, à savoir donc l'institution, est respectée par ses pairs. Ensuite, 2, parce que l'institution m'a donné confiance, elle m'a accordé sa confiance. Et 3, je représente cette institution. Donc, tout naturellement, je ne suis plus une femme, mais une personnification de l'institution. Et cela me met en confiance et me permet donc d'être productive pour cette institution. Et voici le cercle vertueux. Dans toutes nos réunions, nos comités de direction ou encore au conseil d'administration, nous échangeons entre hommes, hommes avec un grand H. Concernant votre deuxième question, Madame Assi, sur les leviers qui faciliteraient aux femmes l'accès à des postes de gouvernance, Madame Nadia Toubieko a apporté certaines solutions que nous rejoignons également à 100%. C'est vrai qu'aujourd'hui, la réalité est telle que nous avons malheureusement plus de salariés hommes que de salariés femmes, et aussi que nous recevons plus de candidatures masculines que féminines. Pourquoi? C'est justement, comme l'a évoqué Madame Toubieko, à cause de ce manque de confiance en soi, qui fait que plusieurs femmes n'osent pas postuler à ces postes à responsabilité. Maintenant, la question est de savoir est-ce que l'instauration d'une discrimination positive est la solution à inciter ces jeunes femmes à oser? Personnellement, et ça ne concerne que moi, Larissa, je pense que non. Je pense que c'est au management de créer un cercle vertueux, car les salariés, comme moi, sont les ambassadeurs du groupe, de ses valeurs et de ses missions. Comme disait Madame la ministre, le secteur privé a un grand rôle à jouer dans le changement positif des mentalités. Certes, nous avons moins de femmes qui postulent, mais nous sommes persuadés que par la formation, par l'éducation, le management pour changer les mentalités, par la sensibilisation à travers la communication, les promotions de la femme, et par la mobilisation via des réseautages, comme l'a évoqué Madame le ministre, et également dans les témoignages de celles qui sont à des postes de gouvernance, ce sont déjà des bons débuts. Et avec tout cela, nous permettrons d'attirer davantage de femmes.
Et aujourd'hui, Redland, à travers moi, nous remercions de telles initiatives comme ce Plug Talk qui nous permet de nous exprimer, d'inspirer et, espérons-le, d'impacter. Je vous remercie. Merci. Madame Larissa, alors nous allons prendre quelques questions. Je m'adresse maintenant à l'auditoire constitué, je pense, en majorité des femmes administrateurs et nous attendons vos questions en vue d'ouvrir les échanges avec nos brillantes panélistes. Merci. Madame Assisi, s'il vous plaît. Oui. Si vous permettez, je voudrais poser une question à Madame Larissa. Est-ce que, Madame Larissa, votre structure, je peux mettre entre guillemets, c'est un révélateur de potentiel quand vous faites les recrutements? C'est-à-dire vous arrivez aussi à révéler les potentiels? Tout à fait. Pardon, je vous ai coupé. Continuez. Non, je veux savoir, entre guillemets, on peut dire que vous êtes, votre structure est entre guillemets, révélateur de potentiel? Parce que je prends un exemple, une personne peut postuler dans les tests d'embauche, vous pouvez trouver qu'en cette personne, il y a du potentiel, mais elle peut postuler à un autre poste. Est-ce que vous arrivez à révéler le... Tout à fait. Tout à fait, c'est justement au potentiel auquel on croit beaucoup. Et comme je disais, nous croyons également beaucoup aux valeurs. Donc, tout ce qui concerne la loyauté, l'engagement de la personne, sa passion. Donc, tout ça, en fait, ce sont des parties des critères de sélection également. Et la révélation, comme vous le dites, on accompagne beaucoup le salarié quand il rentre. On ne le laisse pas à l'abandon, bien au contraire, que ce soit, et je le répète, sans discrimination de genre ni de race, nous le prenons, nous l'accompagnons, et à ce titre, nous le formons. Parce qu'avoir des compétences, c'est une chose, mais sur ces compétences, il peut y avoir aussi d'autres potentialités. S'il le faut, il sera mieux dans un autre poste, dans une autre fonction. Donc, nous l'accompagnons vraiment du début jusqu'à ce qu'il puisse avoir l'ADN de Redland, son ADN. Donc ça, c'est pour ça que je disais que le management est quelque chose, c'est vraiment un critère clé pour arriver à la solution que nous voulons pour la gouvernance et le leadership féminin. Madame Assi, oui. J'ai eu 2 questions en ligne, j'ai pu noter, okay. Donc je ne savais pas que j'allais avoir l'occasion de répondre. Il y a monsieur, colonel Digbe qui a demandé, c'est vrai, on a été meilleur programme africain et programme unique en son genre dans le monde. Quels sont les résultats qu'on a eus au niveau de l'administration? Donc, je voulais juste dire que d'abord, on a été fait meilleur programme africain par le programme des Nations Unies pour le développement à Addis Abeba. Pour notre programme de valorisation des compétences féminines qui n'existe nulle part ailleurs sur le continent, il y a l'Afrique du Sud aussi qui a été fait meilleur programme africain pour sa structure de réconciliation. Il y a aussi le Rwanda, voilà, pour l'économie verte. Et puis, je crois qu'il y a un autre pays pour la prise en charge des réfugiés. Donc, on a été meilleur programme par nos stratégies, par nos outils, par nos méthodologies qui sont inattaquables. On a parcouru le monde, aux États-Unis, au Mexique, au Sénat français. Aucune question ne pouvait nous caler. Le compendium fonctionne comme un logiciel, je vous assure. Il y a au moins une trentaine de pays qui veulent. L'Union africaine a demandé que tous les pays africains aient leur compendium. Mais on est prêt. Le Bénin, je pense que le Bénin l'a fait. Le Mali est venu en Côte d'Ivoire, la Guinée. Bon, bref. Pour répondre à votre question, je vais vous donner des exemples très concrets. Alors, pour les femmes administrateurs, pour l'administration, pardon, quand j'étais ministre, on avait notre base de données. On a fait passer la base de données en annuaire, c'est-à-dire mettre les photos des femmes avec ce qu'elles sont leurs compétences. Sur les 15 000 femmes, on a pu identifier 3 000 femmes cadres de haut niveau, mais il n'y a que 1 000 femmes qui ont répondu à ce qu'on a demandé, les images, le CV et tout ça. On a sorti l'annuaire. J'ai distribué à tous les ministres du gouvernement. Et la même année, quand on faisait les nominations où j'étais encore au gouvernement,
chaque ministre a pris des femmes dans son secteur. Moi, je me rappelle encore le ministre, cette dame-là qui est au ministre de l'enseignement technique qui me disait, madame la ministre, nos ministres sont en train de chercher les femmes pour les nommer. J'ai pu noter 105 femmes qui ont été, à cette période, sur 3 mois, qui ont été nommées, que j'ai suivies. Donc, je me dis, si on continue le processus, je vous ai dit que le genre, c'est une approche de gouvernance, c'est une approche de décision. Si on continue le processus, c'est sûr qu'on va corriger dans chaque secteur. Et au niveau de l'administration, ce qui est très intéressant à nommer, vous savez qu'on est en Côte d'Ivoire, hein? Les Ivoiriens qui nous écoutent savent de quoi je parle. Il y a une dame qui travaille dans le ministère dans la communication, qui m'appelle un jour, qui dit, madame la ministre, voilà un ministre qui vient du Nord, qui m'a appelé pour me nommer, qui ne me connaît pas. Je ne m'en revenais pas. J'ai remercié cette ministre. Elle m'a dit non, adressez-vous au compédium. Ce n'est pas le compédium que j'ai eu votre contact. C'est possible. Cette cohésion dans nos pays pour nommer les femmes, même qu'on ne les connaît pas, sans distinction d'ethnie, de religion. Donc, ce sont ces stratégies-là qu'on a fait pour les femmes cadres de haut niveau, pour les jeunes filles qui ont des compétences à affirmer, pour les femmes du milieu rural, qui sont des femmes leaders, même si elles n'ont pas de CV, et pour les femmes de la diaspora. Voilà pourquoi on a été meilleur programme. Je voulais vraiment vous dire cela pour ne pas que... La deuxième question, c'était... Donc, vous avez vu que dans ma proposition, j'ai dit élargissons ce qui est bon. Allons à l'échelle. Si le compédium a un budget de, je dis n'importe quoi, j'ai pas de déballer les choses, 100 millions, il y a les autres programmes qui ont 1 milliard, 2 milliards, 20 milliards, pourquoi pas? Pour que ça touche tout le monde. C'est ce que j'ai dit, passons à l'échelle. Donc, voilà. La deuxième question, je ne sais plus la personne, mais vous pouvez regarder. Il m'a demandé comment faire pour faire les cours d'ingénierie du genre. Là, j'ai donné le contact de notre secrétariat. On peut vous dire, on s'inscrit, c'est en ligne. Il y a des gens du Canada qui s'inscrivent. Il y a le Burkina, la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, madame Assi, je suis très fière de mon ingénieur. Et c'est ça qu'on apprend là-bas, en fait. Donc, il faut vous inscrire. On va se former. Sinon, on ne peut pas. C'est comme l'outil informatique, je vous le dis. Si vous ne connaissez pas, à l'époque, on traitait les questions de, comment on appelle ça, les tests. Simplement, on tapait à la machine. L'informatique a dit non, prenons Word pour aller vite. Mais je vous dis que c'est un outil avec des stratégies, des éléments qu'il faut connaître pour agir. Mais apprenez. Donc, nous sommes là pour la formation, nous sommes prêts parce que je sais que c'est ce qui peut sauver l'Afrique. Comme peut-être je n'aurai plus droit à la parole, je vais dire à Merci. notre sœur, vous aurez droit à la parole parce que vous aurez le mot de fin. Attends, la dernière qui a parlé, attends, ma sœur, c'est où? C'est quel pays? Attends, toute celle qui a parlé la dernière, elle disait qu'elle n'est pas pour la discrimination positive. Par contre, on était... C'est Larissa. Larissa, on était d'accord sur tout, hein? Mais sur ça, on n'est pas d'accord. Tu sais pourquoi? Il y a ce qu'on appelle les stéréotypes, les normes. C'est ce que j'appelais la face cachée de l'iceberg depuis des milliers d'années. On nous dit que ce n'est pas possible. Moi, quand je vais au village de mon mari, on me dit les femmes derrière. Je joue le jeu. C'est-à-dire qu'il faut aider. Parce que, regardez les femmes administrateurs. Moi, quand je regarde les Madame Assi, plein d'autres que je connais qui se forment avec nous, mais j'ai envie de dire que j'ai mal au cœur. Je me dis, mais attends, la Côte d'Ivoire a adopté les 30% au moins de femmes au poste de prise de décision. Si on pouvait avoir ne serait-ce que ça, quand on va relever les talents, si on fait cette discrimination positive, quand ils vont voir les talents des femmes, je ne sais pas, Madame Zouno, qui est la directrice comment vous avez... De l'INAFSI. Le l'INAFSI, vous ne voyez pas le travail formidable et déboulonnable. C'est ce qu'on fait en faisant les discriminations, parce qu'il y a des potentiels, c'est caché, les femmes n'osent pas, les décideurs n'osent pas. Mais on fait comment pour sortir l'Afrique de cette situation? C'est ça le problème. Voilà, donc en gros, c'est cette petite question-là. Merci, Madame Yao. Une autre question vous a été posée. Ah, d'accord. Voilà. Comment implémenter le genre dans les administrations et revisiter le genre dans le contexte professionnel? OK. Pour implanter le genre dans les administrations, c'est très simple. C'est ce que j'ai fait depuis 2006. Quand on est venu, c'est ce que je vous dis, hein, moi j'aime bien, puisque j'ai pratiqué, je ne fais que ça en fait. Quand on est venu, on a d'abord fait une déclaration avec le président de la République de l'époque pour dire que le genre est un outil incontournable. Je résume. Et à partir de là, on a fait une politique pour orienter la stratégie que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Et on a commencé à installer des cellules dans les différents ministères. À l'époque, j'étais directrice de l'égalité au ministère de la Femme. J'ai commencé à installer des cellules. Si vous voyez qu'aujourd'hui, on passe au budget programme,
Les cellules genre du ministère de l'économie ont travaillé. Les cellules genre du ministère de la Justice ont revisité les lois. Donc, c'est comme ça qu'on fait la transversalité. Maintenant, au niveau purement administratif, par exemple, le ministère de la Planification a son rôle. Moi, je vous propose la budgétisation sensible au genre. Cette année, avec nos experts en ingénierie du genre, c'est une spécialité qu'on a donnée parce que c'est formidable. C'est le meilleur outil de gouvernance possible, comme on est dans le cadre de la gouvernance. Et ça, vous allez voir que si chaque secteur commence à travailler avec un budget sensible au genre, avec une budgétisation, une programmation budgétaire sensible au genre, on va résoudre toutes les questions qui nous concernent, chacun dans son secteur. Voilà ce que je voulais dire. Et au niveau professionnel, j'ai dit aussi que au niveau privé surtout, on a lancé ce qu'on appelle le label genre et compétitivité des entreprises. Vous voyez, on a travaillé pendant près de 10 ans avec l'administration. C'est vrai, c'est lourd, il y a des résultats. Hein. Je salue la Côte d'Ivoire. Mais les indicateurs ne nous satisfont pas. Et ça, je le dis même devant mon patron, le président de la République. On est de toute façon, je peux dire que la Côte d'Ivoire a tout fait. Mais si les indicateurs ne sont pas bons, c'est comme si on n'avait rien fait. Alors, on a fait le genre et compétitivité des entreprises pour dire aux entreprises que si vous voulez être vraiment compétitif, basez-vous sur le capital humain. Et on va leur proposer comment on a appelé ça, des stratégies pour que les entreprises puissent se renforcer à travers leur RSE, à travers la gestion de leur personnel, à travers même la gestion de leur méthode de management pour être plus compétitif. Ça aussi, ce sont des outils qu'on met à la disposition des entreprises. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. OK. Il y a encore une question pour vous, Madame Yao. Quel est l'état des lieux de la représentation des femmes dans l'administration financière? L'administration financière spécifiquement, je pense que vous voulez dire la douane, c'est ça, non? C'est ça. C'est ça. Madame, je pense que vous pouvez m'aider, hein, parce qu'on a regardé oui, ensemble les chiffres, je ne les ai pas. Il faut bien sûr, nous avons quelques chiffres. Voilà, nous avons quelques chiffres et nous pouvons indiquer qu'au niveau de la Direction générale des impôts, par exemple, au nombre des directeurs centraux, les directeurs centraux, il y en a 3 sur 14. Les directeurs régionaux, 3 sur 22, donc 13%. Au cabinet du directeur général, il y a 3 femmes également sur 22, donc ça fait un taux également de 13%. Direction générale des douanes, au nombre des cadres dirigeants, nous comptons 7 femmes sur 40, soit un taux de 17,50%. Au trésor, conseiller, 1 sur 18, 5% environ. Directeurs centraux, 3 sur 15, 20%. Payeurs généraux, 4 sur 17, 23%, 23,52%. Payeurs régionaux, 8 sur 31, 25,81%. Pour plusieurs administrations, juste pour vous donner une idée, voilà, on note dans l'ensemble qu'on n'a jamais atteint les 30%. Non. Voilà. Nous sommes carrément en deçà. Voilà, je disais tout à l'heure que le problème, c'est le manque, c'est la différence qui est énorme entre les hommes et les femmes. Et quand Mme Massi m'avait donné les chiffres depuis hier, j'avais regardé, la question que je me pose en même temps que vous et à haute voix, c'est que font les brillants administrateurs, on va dire triste, non? Du secteur de l'économie. Avec, et bon, on va prendre l'administrateur avec eux. Que font ces personnes? Je vous ai parlé de la transversalité. Madame Aketo et Madame Assi, toi et moi, on se parle. Je vous ai dit, toutes les femmes administrateurs qui nous écoutent, tous les hommes qui veulent la bonne gouvernance, si nous ne nous mettons pas ensemble, je vais parler pendant des milliers d'années, on ne pourra pas résoudre la question de votre secteur. Alors que, quand vous avez tout compris, vous avez les outils, vous êtes formés, c'est un projet qu'on porte ensemble, on va régler cela dans votre secteur. Mais vous allez voir que même quand on va le régler dans votre secteur, ça ne va pas suffire pour régler dans le secteur des mines. On est d'accord? Donc, je compte sur vous, je l'ai dit, je le redis.
mettons-nous ensemble. On a les outils, on a les stratégies, par la grâce de Dieu, au niveau mondial, on n'a rien à nous reprocher, on a fait nos preuves. Et si on ne se met pas ensemble, une seule personne ne peut pas faire ce travail. On est d'accord? Voilà, donc c'était pour vous dire ça. Bien, merci Madame Yao. Une question a été posée pour l'ensemble des panélistes. Elle est la suivante. Quelle solution préconisez-vous pour lutter contre le problème de grossesse en milieu scolaire, un véritable blocage pour l'émergence du genre féminin? Bon, je laisse les autres. Après, je pourrais dire vous. Voilà. Donc, celle qui peut y répondre, c'est à toutes les panélistes. Bon, je vais peut-être commencer. Madame Assi? Oui. OK. Moi, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, nos enfants, c'est-à-dire les jeunes filles, sont très précoces, deviennent très précoces. Il y a aussi l'effet d'Internet, elles ont accès à tout aujourd'hui, donc elles peuvent tout se permettre, ce que nous n'avions pas eu hier. Et moi, je pense qu'il y a le plus gros problème, la plus grande chose à faire, c'est d'abord la sensibilisation et dans les écoles et surtout dans les maisons. Parce qu'il y a les parents aussi qui font, entre guillemets, qui permettent certaines choses aux enfants. Moi, je vois aussi aujourd'hui, il y a des parents qui interdisent à leurs enfants d'avoir accès au téléphone, à Internet, où elles ont accès à tout librement. C'est-à-dire, permettez-moi le terme, hein, je trouve des enfants aujourd'hui qui ont accès au téléphone, à l'Internet, et donc elles peuvent se livrer à des films pornographiques à 10 ans, 11 ans, et puis à ça. C'est d'abord nous-mêmes, les mamans à la maison, devons nous lever, nous battre, vraiment pour l'éducation de nos enfants. Si nous, notre génération, n'a pas connu ça, peut-être parce que, bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas aussi ces médias, mais nos mamans aussi ont fait des efforts pour que nous n'ayons pas des grossesses précoces. Hein. Et moi, je pense que d'abord, la maison, l'éducation à la maison, et puis dans les écoles aussi. Il faut une campagne de sensibilisation. Et pourquoi pas permettre aux filles à un certain âge. L'éducation sexuelle aussi est très importante dans les écoles. Il n'y a pas seulement les grossesses précoces, hein, il y a aussi les maladies vénériennes, il y a aussi le sida qui est là. Et ça, c'est une question aussi qui nous préoccupe beaucoup en tant que femmes, en tant que mères. Et je pense que nous devons vraiment nous battre aussi avec nos gouvernants pour que vraiment, au niveau des écoles, qu'il y ait vraiment une campagne de sensibilisation. OK, merci, Madame Toby. Qui est-ce qui voudrait prendre encore la parole parmi les panélistes? Oui, j'avais demandé. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, je remercie les interventions de notre sœur. Je pense qu'Euphrasy, parce que vraiment ça, en dehors de vraiment montrer son engagement personnel et son amour pour le sujet genre, ça nous donne vraiment des idées de questions que nous pouvons et nous devons relever, et surtout des idées que nous devons adopter pour la meilleure implémentation des programmes. Je pense que ce qu'il est hors question, c'est l'importance d'avoir les programmes parrainés, effectivement, comme c'est chez vous le cas, à partir du plus haut niveau de la décision politique. Ça, c'est très important parce que si il n'a pas cet engagement politique, c'est très, très difficile de mettre en place le programme. Ça, c'est la première des questions que je voulais souligner. Et que pour nous, au niveau de la CAC, ça c'est pour nous le premier élément, de savoir que les aspects genre, dans leur transversalité, ils sont pris en compte au niveau de chacun de nos États. Maintenant, en ce qui concerne la question de la grossesse ou bien des grossesses précoces, je crois que c'est une situation vraiment très délicate. Pourquoi? Parce que l'enfant qui
qui tombe enceinte dans un âge précoce n'est pas seulement exposé à la situation d'une possible retard dans son parcours scolaire, il est exposé, comme vient de dire Madame Nadia, à d'autres questions qui peuvent être de maladies sexuellement transmissibles, mais il y a aussi la question vraiment de savoir la capacité d'être mère, que je pense que c'est peut-être la question la plus importante. Parce qu'on tombe enceinte, on accouche. Mais qu'est-ce qui devient cet enfant qui accouche? Et c'est la raison pour laquelle, au moins, il y a un de nos pays en Afrique centrale qui est en train de mettre en place un programme de la création des écoles particulières pour les jeunes filles qui tombent enceintes pendant leur processus scolaire. Derrière cela, ils ont eu l'idée de se dire il faut qu'à un moment donné, cette jeune fille obtienne aussi une éducation qui leur aide non seulement dans leur parcours académique professionnel, mais aussi qui leur transmet les éléments nécessaires pour être parents. Très souvent, la plupart de ces jeunes filles, elles deviennent même mères célibataires, au moins pendant une certaine période. Donc, il est important qu'elles aient les outils pour une meilleure éducation pour leurs enfants. Ça, c'est l'une des expériences que nous avons parmi l'un de nos États membres de la CAC. Merci beaucoup. Merci, Madame. Nous sommes pratiquement au terme de notre webinaire. Je vais passer la parole à Madame Yao en dernière position pour nous faire part de sa réponse par rapport à la question qui a été posée et conclure l'activité. En ce qui me concerne, Pardon? Oui, Madame Assi, je voulais... OK. D'accord, donc on vous écoute, Madame. Oui, Larissa. Merci. Juste avant, Madame le ministre, je voulais d'abord revenir sur le désaccord que nous avons, Madame le ministre et moi, sur la discrimination positive. Je voulais juste éclaircir le fait que, pour ma part, la discrimination positive creuse davantage la marginalisation des femmes et risque donc, peut avoir un effet pervers, c'est-à-dire le risque d'une dérive de la méritocratie. Selon moi, c'est dans la sensibilisation, la formation, le rassemblement, comme vous avez dit, et également dans la communication, que là, avec le management, ce qui avait été invoqué, ce sont les éléments de la solution. Même vous l'avez dit, le genre est une affaire de gouvernance, c'est une stratégie. Donc, cette stratégie doit venir d'en haut, et pour moi, vraiment, la discrimination positive est très risquée. Maintenant, ça ne regarde que moi, et je comprends, j'entends et j'accepte votre position. Concernant l'avis de Madame Tchatchouop-Belobé, Françoise, je rejoins aussi à 100%. Nous, aujourd'hui, avec la Fondation Akbar Ali, comme je vous avais présenté, nous intervenons, nous avons un contrat de collaboration, un partenariat, pardon, avec le ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et Sociale, où nous intervenons auprès des écoles pour les sensibiliser, les éduquer sur le planning familial, sur la sexualité, justement pour éviter ce genre de situation. Nous venons sur le terrain et nous sensibilisons également les autres associations à nous accompagner parce que Madagascar, on le connaît, c'est une grande île, la plus grande qui fait 1,5 de plus que la France. Donc, on a besoin, on ne peut pas être seul. Mais ça fait partie des solutions parce que ça marche. Nous sommes à leur écoute, on fait aussi de la psychologie. Donc, ça fait partie aussi des éléments de réponse pour pallier et pour répondre à cette problématique-là. J'ai dit, je vous remercie, Madame Assi, et je vous laisse donner la parole à Madame le ministre. Merci. Merci bien, Madame. Je voudrais donc à ce stade repasser la parole à chacune des panélistes
pour dire son mot de fin en 2 minutes. Comme je l'ai indiqué, Madame Yao Efrazi, Madame la ministre, aura à dire le mot de conclusion. Merci. Madame Bellob. Merci beaucoup. Je voulais signaler que je vous ai envoyé un peu l'esquisse des questions que vous m'avez posées et être partagée avec les participants et les panélistes. Et pour moi, en Afrique en général, et plus particulière en Afrique centrale, dans les années 90, le débat et la réflexion sur la situation de la femme, les communautés économiques régionales jouent un rôle principal dans l'implémentation de la stratégie genre au niveau de leurs pays membres, et c'est là sur la base de la mutualisation des expériences entre les États membres au bénéfice d'un nombre plus important de femmes. Donc, je pense qu'ici, la unité fait la force. Le partage d'expériences, c'est très important pour que les États puissent vraiment améliorer l'application de leur politique de genre, qui est aujourd'hui très important pour faire sortir et aller à l'Afrique en avance, surtout en vue vraiment de la globalisation qui vient à gros pas vers nous, surtout dans le secteur du commerce. Merci beaucoup. Merci bien. Merci pour votre mot de conclusion. Je voudrais inviter Madame Toubi à dire son mot. OK, c'est bon. Non, je voudrais m'adresser plus particulièrement aux femmes. C'est vrai qu'il nous arrive de connaître l'épuisement et le vide intérieur, mais ce n'est pas pour autant que nous allons baisser les bras parce que nous avons des challenges. Moi, je pense que la femme, c'est le moteur même de l'épanouissement d'une nation, du développement d'une nation. Il faut que les femmes se lèvent à tous les niveaux pour pouvoir mener à bien leurs projets, surtout faire valoir. Merci bien, Madame Toubi. Je voudrais maintenant passer la parole à Madame Tron, Larissa. Merci, Madame Assi. Alors, au nom de Redland, c'est-à-dire du groupe Cypromad, Thomson Broadcast et ses affiliés, je suis très ravie de cette participation à ce panel et de la qualité de nos échanges. Il me ferait vraiment un plaisir de pouvoir vous rencontrer physiquement et poursuivre nos échanges dans d'autres occasions pour commencer ce rassemblement et cette mobilisation des femmes fortes, des femmes leaders et des femmes d'aujourd'hui et de demain. Merci aux speakers pour ces contributions de haut niveau. Merci à l'organisation et à Madame Assi tout particulièrement pour la qualité de cette modération. Merci à tous. Merci. Bien. Merci bien, Madame Larissa. Et je passe maintenant la parole à Madame la ministre Yao Efrazi pour son mot de fin. D'accord. Et surtout pour la conclusion, pour conclure l'activité. D'accord. Merci beaucoup. Je voudrais juste dire un mot par rapport à ce qu'on a, le problème qui nous intéressait tant, c'est-à-dire la grossesse en milieu scolaire. Tout à fait. Je reviens toujours sur mes mêmes propositions. Si j'avais une décision à prendre par rapport à cette question, j'allais partir avec l'analyse budgétaire selon le genre, avec la budgétisation sensible au genre. Vous savez ce qu'on fait? Quand on est à un haut niveau, on décide à travers les ministères. La première des choses, si c'est un problème qui nous tient à cœur, qu'on pense que ce problème peut ramener, détruire, si vous voulez, les questions de développement, on se concentre sur la question de façon transversale. L'éducation aura son mot à jouer, le ministère de la Famille aura son mot à dire, le ministère de la Santé aura son plaidoyer à faire, et de cette façon-là, on se donne 5 ans, 10 ans, et on a la solution. Vous voyez la gouvernance, ce n'est pas une histoire de petits, quelquefois même en budgétisation, on fait des petits programmes, quand ça marche, on vulgarise. Ce sont des choix de gouvernance qu'on fait. Voilà. Deuxième élément, je voudrais vraiment et sincèrement remercier tous les organisateurs, Madame Assi, et tous les autres partenaires qui nous ont permis de
je vous ai dit au début, de partager cette forte conviction avec des personnes de qualité et surtout d'entendre vos propositions et surtout de savoir que nous avons des personnes avec lesquelles nous allons aller plus loin parce que ce sont des gens qui décident, ce sont des politiques. Pour conclure, je ne vais pas être très long, je vais dire simplement que, avec vous, que l'Afrique dispose de stratégies, d'outils, de méthodologies, de programmes qui sont jugés pour la plupart uniques en son genre et dans le monde, en termes de gouvernance et de genre, que nous devons simplement mettre à profit de tous les pays. Malgré cela, vous avez vu les chiffres. J'ai laissé Mme Machi donner les chiffres parce que les indicateurs ne parlent pas en notre faveur. Les statistiques ne sont pas en notre faveur, en faveur de nos pays africains. Parce que soit nous ne sommes pas assez outillés pour prendre les décisions qu'il faut à la place qu'il faut, on va passer tout le temps à parler des statistiques, à faire des plaidoyers, ça ne marchera pas. Parce que nous ne nous sommes pas, j'ai envie de dire comme en Côte d'Ivoire, groupés sur la question pour trouver des solutions pour notre si beau continent qui est en pleine croissance. Vous savez, il y a des personnes qui travaillent pour l'industrialisation de l'Afrique pour qu'on puisse en sortir. Je sais qu'il y a quelques-uns qui sont dans ce secteur. Nous avons choisi le développement humain avec des outils, des stratégies, des méthodologies pour que l'Afrique puisse en sortir. Il n'y a de richesse que dedans. Alors, agissons ensemble, agissons collectivement pour sauver notre continent avec la gouvernance sensible aux genre. Le moment est favorable et ce moment, c'est maintenant. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Je voudrais donc indiquer que nous sommes à la fin de notre panel. Pour ma part, j'ai pris plaisir à modérer ce panel. J'ai beaucoup appris et j'en ressors édifiée. Je voudrais réitérer mes remerciements à toutes ces brillantes panélistes dont les interventions ont été pour l'ensemble, sinon dans l'ensemble, enrichissantes et édifiantes. Je voudrais réitérer mes remerciements aux femmes administrateurs de Côte d'Ivoire qui ont pris de leur temps pour venir écouter tout ce qui concerne la question du genre et remercier tous nos partenaires et ainsi donc prendre fin notre activité. Merci à tous et que Dieu nous garde. Au revoir.